la dernière fois, on s'était arrêté aux antibiotiques et à leurs différents modes d'action. Et on va faire un petit rappel quand même pour ceux qui n'étaient pas là ou qui ont oublié. Donc, nos antibiotiques sur notre bactérie, comment ils agissent? Il y a inhibition de synthèse de la paroi par inhibition du peptidoglycane et de sa synthèse, les bêta-lactamines, les glycopeptides. Évidemment, il faut avoir une paroi pour que ces antibiotiques-là puissent agir. Déstabilisation de l'ADN, on a les fluoroquinolones, donc par inhibition de la topoisomérase qui déroule l'ADN, le flagelle et le Bactrim. Inhibition ribosomale, on les utilise souvent, les aminosides, les macrolides, le linosolide qui agissent à différents endroits sur les sous-unités ribosomales. Et par déstabilisation membranaire, nous avons la daptomycine et la colistine. Alors, comment les bactéries peuvent faire pour résister à ces différents antibiotiques? On en a déjà un peu parlé en parlant des antibiotiques. Le premier grand mécanisme, c'est le mécanisme d'efflux. Mécanisme d'efflux, ça veut dire qu'on va faire sortir l'antibiotique et pour le faire sortir, on va utiliser des pompes à efflux. C'est un mécanisme qu'on va principalement retrouver chez les grammes négatifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur membrane externe et que nos antibiotiques ils vont beaucoup se concentrer en fait entre la membrane externe et la membrane interne, et donc on va avoir des pompes à efflux sur la membrane externe qui vont les faire sortir. Mais c'est aussi valable pour la membrane interne, pour les antibiotiques qui agissent en intracytoplasmique. De la même façon, l'imperméabilité, beaucoup plus chez les grammes négatifs, avec l'imperméabilité de la membrane externe. Là, c'est simple, nos bactéries, pour rentrer, elles deviennent juste imperméables à nos molécules. Modification de la cible, forcément, si on modifie la cible, l'antibiotique n'a plus d'affinité et ne peut plus agir. Et puis la dégradation enzymatique, c'est celui dont on parle le plus. Donc quand on reprend notre paroi et formation pour les grammes négatifs, donc là vous avez une membrane interne, une membrane externe, le peptidoglycane au milieu, vos antibiotiques qui se baladent. Vous avez les flux, on retire des antibiotiques. Les mutations de la porine vont rendre la bactérie imperméable aux antibiotiques. Donc, ils ne vont plus pouvoir rentrer à l'intérieur de la membrane externe parce que nos antibiotiques ne peuvent pas traverser tout seuls la membrane externe. Ils passent par des porines. Si jamais il y a une mutation de ces porines, ils vont avoir du mal à passer, ceux d'autant plus qui vont être moins inophiles et ceux d'autant plus qui vont avoir des grosses conformations. Pour les enzymes, donc les pénicillinases, les bêta-lactamases, mais il n'y a pas que ça, il y en a aussi qui vont agir sur d'autres antibiotiques. Très simplement, elles vont venir se lier à nos antibiotiques avec une meilleure affinité que l'affinité qu'elles ont pour leur cible et donc les inactiver. Les résistances, on en a de deux types. On a d'une part les résistances naturelles. Donc les résistances naturelles, c'est celles que toutes les souches de notre bactérie vont avoir. C'est le phénotype qui est sauvage, qu'on va retrouver chez toutes les bactéries par transmission verticale. Elles le passent à leurs filles lors de la mitose. C'est une transmission qui est chromosomique et généralement, on a une copie du gène qui va être plus ou moins exprimée, qui peut parfois être réprimée puis déréprimée, notamment pour les céphalosporines. À l'inverse, les résistances acquises, c'est un phénotype que toutes les bactéries n'ont pas, c'est acquis, même si ça peut être acquis chez la majorité des souches. Par exemple, pour le Staph aureus, ils ont une résistance acquise qui maintenant, on considère maintenant comme sauvage parce que quasiment toutes les souches les ont. Elle peut être soit chromosomique par mutation, soit plasmidique. Et là, c'est vraiment de la transmission horizontale. On peut s'échanger des plasmides entre bactéries, en transmettre, et on peut avoir de multiples copies de plasmides. Le petit plasmide que vous voyez ici, il a plein de copies du même gène. Et donc, du coup, comme il a plein de copies, il va surexprimer encore plus sa résistance, notamment pour tout ce qui est résistance enzymatique. Donc, si on reprend un petit peu nos grammes positifs, qu'est-ce qui va agir sur les grammes positifs? Un peu tous nos antibiotiques, un petit peu moins les fluoroquinolones et le Bactrim, mais globalement, tous les antibiotiques sont développés pour fonctionner sur nos grammes positifs, à l'inverse des grammes négatifs. On va commencer par s'intéresser à Staph aureus. Globalement, aujourd'hui, on va s'intéresser à quelques bactéries d'intérêt, voir quelles sont leurs résistances et quels sont leurs mécanismes de résistance. Staph aureus, donc, on est sur un cocci-gramme positif, violet, en amas, avec du coup des colonies qui sont plutôt dorées quand elles sont en culture. C'est un germe qui est commensal de la peau, on le retrouve partout sur notre peau, et donc, du coup, ça va vous donner
le type d'infection auquel on va s'exposer avec Staph aureus, donc des infections de la peau, des tissus mous, des infections de cathé puisqu'on rompt la barrière cutanée, des bactériémies, des infections de sites opératoires. À penser aussi qu'on a des PAVM et des sinusites puisque le réservoir du Staph aureus, c'est aussi les sinus et les voies aériennes supérieures. On se contamine, d'ailleurs, c'est un germe qui est aéroporté. Hein. Quand vous éternuez aussi du Staph aureus. PAVM, 20% sont quand même à Staph aureus et encore plus chez le neurolésé. À quoi est sensible le Staph aureus sauvage? Ben, globalement à tout, avec quand même un bémol sur les C3G, C4G. Il est recommandé par le CAST et le CASFM de ne pas les utiliser. Pourquoi? Les bêta-lactamines, en fait, elles ont une affinité pour les PLP, donc les protéines liant le peptidoglycane. C'est comme ça qu'elles détruisent la paroi. Mais leur affinité est différente pour les différentes PLP des germes et pour les différentes pénicillines. Et autant les pénicillines ont une très bonne affinité pour la PLT du Staph aureus, autant on diminue cette affinité avec les C3G et le pic de basse affinité, c'est pour les C3G. Et les C4G aussi à minima. La majorité des Staph aureus qu'on rencontre aujourd'hui... Oui, c'était pour faire monter les internes pour le cours. Une. Merci. En fait, c'est vendredi aujourd'hui. Alors, donc du coup, excusez-moi, la majorité de nos Staph aureus qu'on va rencontrer, donc c'est les Staphylocoques aureus sensibles à la méticilline, les SAMS, ils vont tous avoir une pénicillinase plasmidique. Une pénicillinase, vous vous rappelez, ça veut dire qu'ils vont être résistants aux pénicillines. C'est une pénicilline de bas niveau, donc ils ne sont pas résistants aux inhibiteurs, à l'acide clavulanique, à la tazocilline quand on la rajoute sur nos pénis. Comment on va faire pour le tester avec la pénicilline G? Et donc, du coup, on va avoir un diamètre qui est diminué et un arrêt net de disque. Oui. Pas de souci. OK. Donc, ils vont être avec un disque qui peut être de diamètre diminué et surtout qui a une limite très nette. Donc, c'est pas hyper facile de réussir à savoir si on est dans les 90% de souches avec la pénicillinase ou pas. Il n'y a pas de techniques qui sont moléculaires faciles. Le second mécanisme de résistance, celui que vous devez craindre, c'est la résistance à la méticilline. Donc ça, c'est médié par une mutation du gène MECA, ça peut aussi être le MECC sur des SARM communautaires. C'est une cassette chromosomique qui vont en fait produire une PLP mutée, différente, la PLP2A. Donc nos bêta-lactamines ne vont plus avoir d'affinité pour cette PLP et ne seront plus actives. Elles n'empêcheront plus la synthèse du peptidoglycane. Ce n'est pas un gros problème de santé publique en France, contrairement aux États-Unis ou à l'Italie. En Italie, ils en ont beaucoup plus, par exemple. On a 5-10% de souches de Staph aureus qui sont méticilline résistantes en France, majoritairement en Bretagne, étonnamment. Comment on va faire pour le mettre en évidence? On va utiliser la céfoxytine. On fait un disque de céfoxytine et si la céfoxytine est résistante, dans ce cas-là, on sait qu'on a un SARM. On n'a pas besoin de tester la méticilline, on peut le faire aussi, mais le disque classiquement testé, c'est la céfoxytine. Si vous avez un SARM, aucune de vos bêta-lactamines ne fonctionne. Pour les macrolides, on a une sensibilité qui est bonne à l'état sauvage, mais il peut y avoir des résistances avec des modifications de cible. Il va y avoir des modifications de la cible et également un mécanisme d'efflux. Donc là, on a un efflux sur la membrane plasmique interne, du coup, puisqu'il n'y a pas de membrane externe chez les oxygrammes plus, et qui vont diminuer la sensibilité, principalement à l'érythromycine initialement. Pour les mutations de cible, on va aussi avoir des mutations qui vont faire une résistance jusqu'à la chlordamycine, donc à tester par antibiogramme. Les fluoroquinolones, on va avoir des mutations par différents mécanismes, principalement par des mutations des gènes de structure de la topoisomérase et par efflux. Comment vous faites pour tester vos fluoroquinolones? Vous regardez la norfloxacine. Si vous avez une mutation sur la norfloxacine, ça ne veut pas dire que vous en aurez forcément sur les autres fluoroquinolones et il faudra toutes les tester. En revanche, si jamais c'est sensible à la norfloxacine, c'est sensible à toutes les fluoroquinolones. Donc, c'est le premier que vous regardez.
Si jamais c'est sensible, vous êtes bon. Si ça ne l'est pas, il faut demander de tester individuellement vos autres fluoroquinolones. Enfin, les aminosides, donc comment on peut résister aux aminosides par inactivation enzymatique, encore une fois. Et là, c'est les phénotypes KTG dont on avait parlé la dernière fois. Soit il y a une phosphorylase et c'est résistant uniquement à la cannamycine, soit c'est une adélinase et on aura aussi la tobramycine, voire l'amicacine, soit c'est une acétylase et là, on a jusqu'à la gentamicine. Donc, si vous avez une résistance sur votre antibiogramme à la gentamicine, vous savez que vous êtes résistant à tous les aminosides. À l'inverse, si c'est juste à la cannamycine, c'est pas sûr, il faut tous les tester. Et donc, c'est des transmissions plasmidiques. Petit coccygramme suivant, on passe aux entérocoques. Les entérocoques, donc également coccygramme positif, mais cette fois-ci, on est en diplocoque ou en chaînette, avec un germe qui est... non, ce n'est pas des colonies bombées dorées, pour le coup, c'est une erreur. Commensale du tube digestif pour le coup et qui est plutôt un pathogène opportuniste. On a tous du fécalis, du fécium dans notre tube digestif, on n'en est pas malade pour autant, mais il peut devenir pathogène à l'occasion de certaines situations particulières. Ça va donner des infections urinaires par contamination, des infections abdominales, des péritonites, également des bactériémies par inoculation. Il peut y avoir de la translocation qui peuvent donner des endocardites, des infections de cathé. Et plus rarement, on peut avoir des infections pulmonaires, mais c'est vraiment rare sur des vomissements, on va dire, fécaloïdes et de l'inhalation, ou alors sur des défauts d'hygiène en réanimation. La sensibilité du fécalis et du fécium. On va commencer par les aminosides. Tous les entérocoques ont une résistance de bas niveau aux aminosides. C'est un défaut de passage membranaire, c'est une imperméabilité. Et donc, du coup, on va pour tous avoir un défaut. On peut lever cette résistance avec une association avec un inhibiteur de la paroi qui va rendre moins imperméable la bactérie. L'aminoside va plus facilement traverser au moins le peptidoglycane. Et donc, du coup, on va restaurer une partie de l'activité des aminosides. Donc là, c'est un effet de synergie. L'aminoside ne fonctionne pas tout seul, mais associé avec une bêta-lactamine, il va fonctionner. Ça ne fonctionne pas chez le fécium, sauf sur la gentamicine, mais il produit une enzyme qui abolit cette synergie. Donc, le fécalis, le fécium, est-ce que... Ça, on en a déjà parlé. Quels sont leurs phénotypes de base? Alors, de base, on l'a dit, résistance aux aminosides. Pour les bêta-lactamines, tous les entérocoques sont naturellement résistants au C3G. Ensuite, ils peuvent acquérir des résistances. Donc, soit pour le fécalis, par le biais d'une pénicillinase, c'est une résistance qui est rare, c'est 5 à 20%. En Europe, c'est vraiment très rare, c'est 5%. Et dans ce cas-là, si on a une pénicillinase, on va plus être sensible à nos pénicillines. C'est une résistance qui est de bas niveau, donc qui est récupérée par l'acide clavulanique et toujours la résistance au C3G. Pour le fécium, c'est un peu différent. On a une résistance qui est beaucoup plus répandue. Classiquement, c'est 80% des féciums qui sont résistants, qui ont acquis une résistance par mutation de leur PLP. Et dans ce cas-là, on va être résistant à toutes les bêta-lactamines si jamais on a une résistance qui est détectée à l'ampicilline. Globalement, on dit qu'entre fécalis et fécium, quand on a une infection à entérocoque, on a 80% d'infection par fécalis, 20% par fécium. Et si c'est un fécium, c'est 20% de sensible, 80% de résistant. Retenez le 80-20, c'est le truc qui vous servira le plus. Pour les fluoroquinolones, un petit peu pareil, on teste la norfloxacine. Si c'est sensible, tout va bien. Et pour les glycopeptides, eh ben ça, vous avez dû en entendre parler, les entérocoques résistants à la vancomycine, les ERB. Globalement, en France et en Europe, c'est hyper rare. Certes, ça apparaît aux États-Unis, ils sont montés jusqu'à 20% d'ERB. C'est un gros problème de santé publique. En France, c'est extrêmement rare. Il y en a très très peu, il y a moins de 10 souches par an qui sont mises en évidence. Enfin, vraiment, c'est pas quelque chose que vous rencontrerez très facilement. Si jamais on a une résistance à la vancomycine ou glycopeptide, en fait, c'est pareil, synthèse d'une PLP alternative, et donc c'est médié par les gènes VAN-A et VAN-B. Et dans ce cas-là, on aura une résistance à l'ensemble des glycopeptides. On passe au BGN. Je vous ai fait les deux germes d'intérêt pour les coccygrammes positifs. Pour les coccygrammes négatifs, donc on reprend nos différents antibiotiques.
Et finalement, on se rend compte qu'il y a la moitié qu'on ne peut pas utiliser. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le glycopeptide ne va pas passer la membrane externe parce que c'est une trop grosse molécule, donc il ne va pas pouvoir aller agir sur la synthèse de la paroi. Les macrolides non plus ne peuvent pas. Ils sont trop hydrophobes, du coup, ils ne vont pas passer la membrane, ils ne vont pas réussir à agir. Le linésolide, son mode de fonctionnement, tout comme la dactomycine, ne va pas permettre d'agir et donc du coup ne sont pas actifs sur les grammes négatifs. On va s'intéresser en premier aux entérobactéries. Vous me voyez venir. Donc les entérobactéries coccigram négatifs, donc qui sont roses, et bacigram négatifs, roses, allongés. On a différents types, mais globalement, ça va être des bacilles qui vont soit se balader tout seuls, soit en dibacilles et être plus ou moins flagellés, plus ou moins mobiles en fonction des entérobactéries que vous allez mettre en évidence. Ils sont, comme leur nom l'indique, commensaux du tube digestif. Et donc, comme les entérocoques, on va favoriser les infections urinaires, abdominales, les bactériémies. Cette fois-ci, on va avoir pas mal de PAVM. C'est un germe qui est commensal du tube digestif, mais notamment des tubes digestifs hauts. Et donc, du coup, on va plus facilement s'ensemencer et avoir des infections pulmonaires aux entérobactéries. C'est fréquemment retrouvé dans les infections nosocomiales, notamment les infections nosocomiales pulmonaires sous ventilation mécanique, beaucoup plus rarement sur des infections cutanées. C'est quand même rare d'avoir une infection des tissus mous entérobactériens. Vous connaissez ce tableau, je suppose. Donc, le classement des groupes d'entérobactéries. On a nos groupes 0. Le groupe 0, c'est simple, c'est les gentils. Proteus mirabilis, salmonelle. Ils sont sensibles, ils sont gentils. Groupe 1, ils ont une céphalosporinase, mais globalement, elle n'est pas exprimée, très très peu exprimée. Et donc, du coup, on ne va pas avoir de résistance. C'est le colis, c'est les chiliennes. Donc, le colis, on va le retrouver quand vous avez un colis sauvage, il est sympa. Ensuite, on aura le groupe 2, eux, ils ont une pénicillinase. Les représentants principaux pour vous, ça va être la Klebsielle, pneumoniae, et le citrobactère causeri. Attention, d'autres Klebsielles et d'autres citrobactères, eux, c'est les groupes 3. Groupe 3, moins sympa. On a les entérobactères, tous les entérobactères, donc entérobactères aérogénèse, entérobactères cloacae, tout ça. Les citrobactères, les serratia, les morganelles, les aphnia, ils sont dans le groupe 3. Celui-ci, il est vraiment très varié. Globalement, si vous avez une entérobactérie, vous ne savez pas trop ce que c'est, vous avez une chance sur deux que ce soit un groupe 3. Groupe 4, groupe 5, on ne va pas trop en parler. Groupe 4, c'est les Yersinia. On en voit rarement. Yersinia, vous vous rappelez, Yersinia pestis, notamment, la peste. Groupe 5, Proteus vulgaris, Proteus peneri, ils ont une céphalooxymase. On ne va pas trop en parler aujourd'hui. Petit rappel sur les mécanismes enzymatiques pour les bêta-lactamines. On a repris ici toutes les bêta-lactamines, donc classées de la pénicilline. Donc on a commencé par la pénicilline G, V jusqu'au carbapénène. On avait déjà vu ça la dernière fois. Si j'ai une pénicillinase de bas niveau, j'ai une résistance de la pénig à la carboxyuridopénicilline. Donc, on peut avoir une résistance, si on est vraiment sur du bas niveau, qui va pas forcément toucher la pipellaticare, mais ce sera quand même intermédiaire. Mais en revanche, on est récupéré par les inhibiteurs de bêta-lactamase. Si j'ai une pénicillinase de haut niveau, on hydrolyse donc jusqu'au C1G, C2G, et ce n'est pas récupéré par les inhibiteurs de bêta-lactamase. Les BLSE, donc transmission plasmonique, vont, elles, être résistantes à l'ensemble des bêta-lactamines jusqu'au carbapénène, on épargne les carbapénènes, sauf à la céfoxytine. Ce qui va vous permettre de vous dire, ah bah tiens, ça ne marche pas, mais la céfoxytine fonctionne, c'est une BLSE. Par opposition aux céphalosporinases, donc les céphalosporinases de bas niveau, elles vont avoir une résistance sur les pénicillines, mais pas la piperéciline, pas la ticarciline, et une résistance au C1G, C2G. Également une résistance à l'astréonam, ce qui va permettre de vous différencier des pénicillinases de haut niveau. Également, on va avoir une récupération par l'avibactam, le tazobactam, pas par l'acide clavulanique. Et les céphalosporinases de haut niveau,
À l'inverse, on n'a pas de récupération par les inhibiteurs de bêta-lactamase. Et quand on a un haut niveau d'expression, on est également résistant au C3G. En revanche, on n'est pas résistant au céfépime. Donc, quand vous comparez votre bactérie qui est résistante à toutes vos bêta-lactamines sauf les carbapénèmes, vous avez le choix, vous vous dites OK, est-ce que c'est une BLSE, est-ce que c'est une céphalosporinase hyperproduite? Je regarde mon céfépime, c'est sensible au céfépime, ça a l'air d'être plutôt une céphalosporinase de haut niveau. Je regarde la céfoxytine, si c'est résistant, c'est sûr, c'est une céphalosporinase. En revanche, si tu es sensible à la céfoxytine, on est sur une BLSE. Donc, c'est les deux choses qui vont vous permettre de différencier les deux. Et puis les carbapénémales, ben là on a tout perdu, on est résistant à tout. Je ne vais pas vous faire la classe d'Ambler aujourd'hui, c'est Sébastien qui va vous en parler quand il vous parlera des nouveaux antibiotiques et des résistances de haut niveau et comment lutter avec les nouveaux antibiotiques. Donc on reprend nos groupes. Groupe 0, on a dit, ils sont gentils, ils sont sensibles à tout. Proteus mirabilis, vous avez ça qui est identifié, pas besoin d'attendre votre antibiogramme, vous pouvez mettre de l'amox tout de suite, il n'y a aucun problème. Groupe 1, on est sur un colis. Normalement, on est sensible à quasiment tout. Attention, quand même, c'est un GC2G. On peut avoir des petites résistances, mais ce n'est pas ça que vous allez mettre en première intention sur un colis. Attention quand même, le colis, il va acquérir beaucoup de résistance. Qu'est-ce qu'il peut acquérir? Si là, je vous présente cet antibiogramme, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Parce que... Exactement. Donc, on a cette petite image en bouchon de champagne également. Ça veut dire que c'est un peu, ça indique qu'on a une récupération un petit peu de l'activité quand on met au contact de inhibiteurs de bêta-lactamase. C'est ce que je vous montrais ici. Les inhibiteurs de bêta-lactamase pour les BLSE, ça peut récupérer in vitro une partie de l'activité. D'où cette image en bouchon de champagne. Ce n'est pas le cas in vivo. Vous n'amusez pas à aller traiter de la taso sur une BLSE, ça ne va pas fonctionner, même si votre antibiogramme va vous montrer que c'est un petit peu intermédiaire et que quand vous mettez vos inhibiteurs à proximité d'une autre bêta-lactamine, ça récupère un peu. Donc, les BLSE, mécanisme plasmidique, on en a parlé, donc une transmission horizontale. Ça va être des germes qui vont être très résistants parce qu'il va y avoir beaucoup de copies du gène qui vont produire la résistance, puisque c'est plasmidique. Et on a également parlé du reste. Oui, c'est une transmission plasmidique. Les plasmides, généralement, c'est un petit paquet surprise que les bactéries se transmettent entre elles et mettent pas mal de surprises à l'intérieur. Donc, si vous avez une résistance une BLSE, il est probable que vous ayez une co-résistance sur les autres antibiotiques. Donc, que ce soit les aminosides, les fluoroquinolones, les BLSE sont très fréquemment co-résistantes. Ce n'est pas systématique, mais c'est quelque chose dont vous devez vous méfier. Une autre petite image de bouchon de champagne, vous voyez la C3G, quand il y a un petit peu d'acide clavulanique qui arrive à proximité, on récupère un petit peu d'activité, ça élargit le diamètre, donc ça fait cette image en bouchon de champagne. Si je vous mets cet antibiogramme-là, de haut niveau, tout à fait, et celui-ci. C'est une pénicillinase. Le colis, il peut acquérir plein de choses par transmission plasmidique. Donc, il peut avoir une pénicillinase, il peut avoir une céphalosporinase de haut niveau, une BLSE, une pénicillinase de plus ou moins haut niveau. Donc, ce que vous faites quand vous avez un colis de façon systématique, vous faites un bêta-lactamase test. Comme ça, vous savez tout de suite ce que vous pouvez mettre. Et puis, l'antibiothérapie probabiliste, ça va être de la C3G jusqu'à ce qu'on ait notre antibiogramme et qu'on sache qu'on n'a pas de pénicillinase. Même si, s'il est sauvage, on va pouvoir rétrocéder rapidement à la vente. Et juste une question, si on a un colis BLSE, donc en tout cas, in vitro, il est sensible à la céfoxytine. Oui. Est-ce que c'est judicieux d'en mettre in vivo? Non, on en met rarement, on n'en met pas in vivo. Il y a des études qui sont faites, mais en vrai, tu as des réa qui vont traiter avec de la céfoxytine, c'est pas forcément possible. Parce que moi, je l'ai jamais vu, mais... Non. Pas vraiment traitable. Ça va te permettre de dépister, mais pas de traiter. Il y a des indications très très précises sur les injections urinaires avec une très bonne diffusion, avec une BLSE, où là, dans certains cas, tu vas peut-être utiliser de la céfoxytine, c'est le seul cas.
et on va dire que c'est pas du classique. Et le rapporteur n'avait pas dit que les céphalosporénases au niveau étaient sensibles à la CFP. Si, excuse-moi, oui, effectivement, c'est une erreur de report sur mon tableau. C'est sensible aux CFP. Les groupes 2, eux, ils ont tous une pénicillinase. Donc, on a les Klebsiella, les Citrobacter pylori, pénicillinase, donc résistance à l'amoxicilline, à la ticarcilline, un petit peu sur la pépiracilline, ça c'est naturel. Là, qu'est-ce que j'ai? Pénicillinase. Exactement. Elle est acquise. Ce n'est pas une pénicillinase qui est dérépressible, la pénicillinase de groupe 2. Donc, si vous avez une pénicillinase de haut niveau, ce n'est pas un mécanisme de dérépression. C'est vraiment qu'elle a acquis une nouvelle pénicillinase. Oui, mais j'ai encore fait une faute sur le cépépime, excusez-moi. Donc, c'est une céphalosporinase acquise, puisqu'elle n'en a pas. Et ici, on est sur une BLSE. Globalement, ça va être la même chose pour tous les germes. Hein. Une fois qu'ils acquièrent quelque chose, ils ont le même antibiogramme. Les groupes 3, eux, ils ont une céphalosporinase qui est inductible avec AMP-C. Comment ça marche, on va le voir après, mais globalement, à l'état basal, ils sont sensibles. Vous mettez de la céphalosporine et ils vont devenir résistants. Donc, initialement, quand vous faites l'antibiogramme, vous avez un antibiogramme d'une céphalosporinase de bas niveau. On est résistant aux pénicillines, on est résistant au C1G, C2G, à la céfoxétine, mais on est sensible au C3G. Pourquoi il ne faut pas leur mettre de C3G quand même? Parce que là, on va déréprimer leur céphalosporinase et on va ensuite avoir un phénotype de résistance étendue. Alors, si je vous mets cet antibiogramme-là, vous allez me dire qu'est-ce que c'est? C'est pénicillinase au niveau en plus, non? Tout à fait. En plus de leur phénotype, ils acquièrent une pénicillinase de haut niveau. Celui-ci, oui, mais hyper produite. Donc ça va être un phénotype déréprimé. Qui sera, si jamais ils acquièrent une céphalosporinase, mais ce n'est pas le mécanisme principal, ça va faire la même chose. Mais en fait, vraiment, si vous mettez vos groupes 3 exposés à des C3G au bout d'une semaine, vous avez un groupe 3 avec une AMP-C déréprimée et vous avez ce phénotype. Donc, vous ne traitez pas votre infection. C'est pareil pour la tazocilline. Il y en a qui disent qu'on peut mettre de la tazo sur les céphalosporinases hyperproduites. Peut-être, mais en vrai, ne tentez pas, ne jouez pas. Mettez plutôt directement du CFP. Ici. Pas facile. BLSE. BLSE parce que de base, on aura la céfoxétine qui est un peu résistante et donc du coup, on sera toujours résistant avec la BLSE. Donc, on ne peut pas vraiment faire la différence en disant « Ah, la céfoxétine, c'est sensible, donc ce n'est pas une BLSE, puisque de base, c'est résistant. » Donc, entre céphalosporinase hyperproduite et BLSE, sur les groupes 3, c'est le céfépime que vous allez regarder. Alors, petit mécanisme donc pour la dérépression. Normalement, vous avez les fragments, enfin pas de fragments justement de la bactérie et donc du coup vous avez AMP-R qui est exprimé et qui va inhiber AMP-C. Quand vous avez des fragments de cellulaires, ils vont venir se lier à AMP-R qui va donc être inhibé et qui va arrêter son inhibition sur AMP-C qui va hyperproduire les bêta-lactamases. Donc dès que vous mettez en fait une bêta-lactamine, vous allez avoir des fragments de paroi qui vont venir se mettre dessus. Mais si vous n'avez pas de bêta-lactamine, il n'y a pas de fragment de paroi, donc il n'y a pas de dérépression. Je ne sais plus pourquoi j'ai mis ça. Hein. Ah oui, qu'est-ce que je mets comme antibiothérapie probabiliste finalement sur les entérobactéries? Groupe 1, groupe 0. Si on a un bêta-lactatest négatif, bon bah facile, une C3G. Ensuite, on pourra adapter avec de l'amoxicilline. Groupe 2, pareil, bêta-lactatest. Si tout va bien, une C3G. Et ensuite, on pourra probablement rétrocéder soit à de l'augmentin, soit rester sur une C3G si nécessaire. Groupe 3, vous avez un groupe 3, vous faites votre bêta-lactatest. S'il est négatif, c'est céfépime.
Et on reste sur du céfépime. On ne passe pas sur une C3G, on ne passe pas sur du lactase. Et juste le bêta-lactatest, teste quoi déjà? Bêta-lactatest, c'est un test colorimétrique en 2 heures. Il va chercher est-ce que tu as une bêta-lactamase. En fait, c'est très simple. Tu as dans ta petite bandelette une bêta-lactamine liée à une couleur. Si jamais ta bêta-lactamine est clivée par une enzyme, une bêta-lactamase, eh ben, va y avoir de la couleur. Et donc, du coup, tu sais que tu as un bêta-lactatest qui est positif et que tu as soit une BLSE, soit une CFL. Ensuite, on va passer sur le PIO. Et on s'arrêtera après le PIO. Le PIO, c'est un peu le boss de fin des bacilles gram négatifs. Parce que lui, il a décidé qu'il allait collectionner les mécanismes de résistance. Donc, ce sont des longs bacilles gram négatifs. Ils sont très mobiles à l'examen, soit seuls, soit en diplobacille. Et le PIO, donc P. aeruginosa, c'est pour piocyanique, pas pyogène. Piocyanique, ça veut dire la bacille du pus bleu. Donc, vous allez retrouver, dans les infections à piocyanique, un pus bleu-vert. C'est ça qui va vous permettre l'indication que vous avez une infection à P. aeruginosa. Vous pouvez vous inviter un petit peu par ça. Également, une odeur très particulière. Le pio, c'est un germe qui est ubiquitaire autour de nous. On en retrouve partout dans les sols, dans les milieux humides et particulièrement dans les canalisations. Il est assez fréquent en milieu hospitalier. Il peut y avoir des épidémies de pio, notamment parce que vous avez des réservoirs de pio au niveau de nos siphons, par exemple, d'évier dans les chambres, etc. Donc, toujours faire attention à ça. Un germe qui est très nosocomial, qu'on va beaucoup retrouver en colonisation chez nos patients qui sont nosocomiaux, qui sont déjà polymorbides, notamment chez les BPCO qui peuvent être colonisés à pio de façon chronique et chez les mucoviscidoses qui, eux, sont quasiment systématiquement colonisés à pio. C'est un germe qui va principalement donner des pneumonies. Y penser beaucoup sous ventilation mécanique, on va avoir les PAVM, mais pas que. On peut aussi avoir des infections urinaires, des infections matérielles, et ça peut transloquer du coup, soit par les infections matérielles, soit de son point de départ, et donner des bactéries. Donc on a dit que c'était un germe qui était très résistant, et qui en plus peut facilement muter et adore recevoir des paquets plasmidiques surprises. Donc on a vraiment beaucoup de résistance, beaucoup de difficultés de traitement, ce qui donne un risque de récidive et d'échec de traitement de ce germe qui est élevé. Dans les PAVM, on monte jusqu'à 36% d'échec de récidive, voire plus sur certains terrains. Naturellement, il y a déjà pas mal de mécanismes de résistance. Déjà, on a une céphalosporinase chromosomique inductible. Donc de base, il est résistant à la MOX, à l'augmentin, au C1G, au C2G et au C3G. Ensuite, il a une très mauvaise perméabilité membranaire. Il est très imperméable. Donc, il a des porines qui fonctionnent très bien pour empêcher nos antibiotiques de rentrer. Donc, il est naturellement ertapenem résistant. Il a aussi beaucoup de systèmes d'efflux, avec beaucoup de pompes à efflux, et il peut en acquérir facilement également. Ce qui va le rendre résistant à certains aminosides. Donc, il va être résistant à la gentamicine assez facilement, mais il reste sensible à l'amiclin et à la tobramycine. Et avec ça, il va pouvoir acquérir des résistances par d'autres moyens. Donc, la principale qui va jouer initialement sur les fluoroquinolones, c'est les flux. Quand vous avez un mécanisme d'efflux, vous allez avoir une résistance à l'astréonam et en plus du phénotype basal, et également une résistance au fluoroquinolone. Deuxième mécanisme de résistance, la céphalosporinase hyperproduite. Bon, ça, on a déjà vu, ça veut dire qu'on va devenir résistant notamment à la ceftazidine et également à l'astréonam. On n'en avait pas parlé sur le groupe 3, mais c'est aussi résistant à l'astréonam. Troisième mécanisme de résistance, mutation de la porine D2. Là, on va avoir une porine qui ne va pas laisser rentrer nos carbapénèmes. C'est un mécanisme de résistance isolé à l'imipénème. On reste sensible initialement au méropénème, mais secondairement, elles vont devenir résistantes aussi. Et tout ça, ça peut se conjuguer. Donc, du coup, on peut avoir différents mécanismes de résistance qui se conjuguent.
On peut avoir les BLSE, donc les BLSE, on en a déjà parlé, et on peut également avoir acquisition de pénicillinase et de carbapénémase, notamment les PIO, donc ça vous verrez avec Sébastien. Ils font partie, c'est les PIO VIM. C'est peut-être la carbapénémase qui est un petit peu plus facile à traiter. Il reste sensible à l'astréonam, mais ça reste quand même une résistance qui est, une fois qu'elle est là, très chiante à traiter. Donc finalement, quand on combine un petit peu tout ça, vous allez devoir regarder votre astréonam pour savoir est-ce que j'ai une résistance à l'astréonam ou pas. Sinon, j'ai plutôt l'impression que je suis sur un mécanisme de résistance avec une mutation de porine D2. Je suis résistante au carbapénème, ok, mais l'astréonam, c'est sensible, donc c'est pas une carbapénémase. À l'inverse, si jamais j'ai une résistance au carbapénème et à l'astréonam, c'est une carbapénémase. Si j'ai une résistance à l'astréonam, mais que je reste sensible sur la tyrcarciline, sur la pupéracilline, sur la tazo, je sais que ce n'est pas une céphalosporinase hyperproduite, que ça a plutôt l'air d'être un mécanisme d'efflux. Donc en regardant tout ça, ça va vous permettre de croiser et de savoir un peu quel est le mécanisme de résistance en cause et ce que vous pouvez utiliser ou pas. C'est pas facile le PIO. Avec juste un antibiogramme, c'est vraiment difficile de s'y retrouver. Donc, il ne faut pas hésiter à demander aux bactériaux leur avis sur quel est le mécanisme de résistance. Et puis, après, sur l'adaptation des traitements. Adaptation de traitement que vous verrez beaucoup plus avec les nouveaux antibiotiques avec Sébastien. Et on a dit qu'on allait s'arrêter ici. Et on fera la prochaine fois la mise en pratique de tout ce qu'on a vu avec les différentes infections de réanimation.